c'est tout compact. C'est un peu chiant. Sébastien Franière est cristallier, un chercheur de cristaux. Alors, là, qu'est-ce que ça dit? Ça sert à rien, c'est bouché au fond. Que dalle! Son métier, une affaire de patience et de persévérance. Il y a un truc qui bouge là au fond. Ouais, allez, viens Titine. Allez, viens ma belle. Pas vilain, hein? Joli comme petit groupe. Tac. Alors, on est des vrais toxicos, ça c'est sûr. Toxicos des cailloux. Et ciao Seb. Et ciao toi. Tu fais quoi par là? Ça joue. Ouais, toi aussi? T'as joué au Christo? Ouais. Sébastien vit en Suisse, sur les bords du lac de la Gruyère. Mais il passe 3 mois par an dans les refuges de haute montagne des Alpes, Magnifique, merci beaucoup. tant que les températures sont clémentes. Jusqu'à quand ta saison de cristallier? Jusqu'à ce qu'il neige. Jusqu'à ce qu'il neige. Ouais. Puis dès que c'est gelé, bah, t'oublies. Même si c'est qu'une croûte d'1 centimètre, Ouais. tu te fais chier, donc ça va pas. Puis aujourd'hui, ben, je pensais que c'était plus prometteur que ça. Ouais. Ouais, quelques jolies pièces, mais pas... Voilà. Depuis toujours, la glace est l'ennemi des cristalliers. Alors le réchauffement climatique est devenu une opportunité pour Sébastien. Pour moi, leur trait glacier en tant que cristallier, c'est du pain béni, parce que ça dégage des nouvelles zones. Donc, il y avait peut-être des petits glaciers qui étaient en place dans des faces qui ont disparu. Potentiellement, c'est une nouvelle zone où il y a des minéraux. Demain, Sébastien repartira en exploration sur les bords d'un glacier autrefois inaccessible. Il est 4 heures du matin. Contrairement à d'autres cristalliers qui travaillent en équipe, Sébastien recherche seul, à plus de 3000 mètres d'altitude, les trésors cachés du Mont Blanc. C'est des endroits qui sont quand même techniquement et physiquement difficiles d'accès. La zone dans laquelle je vais maintenant, il faut être en pleine forme parce qu'autrement, ça va pas aller. Le banc de quartz, ça fait un peu l'arrondi. C'est pour ça qu'on appelle ça un four. Parce que ça fait toujours un peu ces voûtes. Hein, on les retrouve un peu partout. Comme les anciens fours à pain. Oh, ce qu'il y a. Voilà. Les premières pointes qui sortent. Ouais, hein, c'est cool. C'est bon art quand il y a de la roche. Ici, pour explorer ce four, le marteau et le burin sont les seuls outils autorisés, côté français. Mais on n'a pas le droit aux gros outils et puis on n'a pas le droit à l'hélicoptère. Puis si on n'est pas d'accord, on vient pas dans le coin, puis voilà. Sur les versants suisses, Sébastien a le droit au transfert par hélicoptère et du côté helvète, les explosifs sont aussi autorisés. Ça, c'est un petit bijou. Trop beau. Si les règles changent d'un pays à un autre, les cristalliers du monde entier ont une règle immuable. Ne jamais révéler leurs secrets. Et tu peux me dire à peu près dans quel coin on se situe? Ouais, non, je veux pas trop dire. On doit pas faire trop de publicité, justement. Alors, on est dans le massif du Mont Blanc, dans le bassin d'Argentière. Ah, merde. Je devrais bosser avec des gants parce qu'il y a plein de cristaux qui sont cassés. On se déchique les doigts, mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'a pas de sensation. Alors, je préfère avoir le bout des doigts tout coupé. Le prix, il ne se fait pas au kilo, c'est vraiment la qualité, l'esthétisme de la pièce, la brillance. Il y a plein de facteurs comme ça.
Ah, si on descendait tous les jours une jolie petite pointe comme ça, ce serait cool, hein. Des fois, c'est pas le cas. Mais ça va, ouais, plusieurs dizaines de milliers de francs pour certaines pièces. Ouais. Sébastien a déjà vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros ses plus belles pièces. Les cristaux peuvent rapporter gros, alors l'alpiniste suisse grimpe et gratte toute la journée. Le plus souvent, sans aucune protection. L'adrénaline, pour moi, c'est quelque chose qui est vital. Puis on se sent super vivant quand on redescend de ces endroits-là. C'est vrai qu'on travaille sans corde, il faut faire un peu attention. L'engagement, c'est un petit peu moi qui le fixe. Vu que je suis seul, c'est moi qui fixe les règles. Donc s'il m'arrive quelque chose, je peux pas me plaindre. Toujours plus haut, toujours plus de cristaux. Avec le réchauffement climatique, le nombre de cristalliers attirés par des potentiels profits a explosé ces 20 dernières années. C'est une zone qui est assez riche, quand même bénéficie un peu de ce réchauffement climatique. Les minéraux de montagne sont nés il y a 15 millions d'années à cause de chaleur et de pressions extrêmes, au cœur du manteau terrestre. Au XVIe siècle, les habitants de Chamonix commencent à prélever puis à revendre les plus belles trouvailles. Ce sont les premiers cristalliers. 500 ans plus tard, le marché a bien changé. Les cristaux alpins connaissent une inflation sans limite. Les pièces d'exception s'échangent désormais à hauteur de 150 000 euros. Mais cette spéculation inquiète les pouvoirs publics côté français. Car dans le même temps, la montagne se fait de plus en plus fragile. Oh! Du, Gesellschaft, holy fuck! En 50 ans, un quart du volume des glaciers des Alpes a déjà fondu et des millions de mètres cubes de roches s'écroulent chaque année. Les sommets se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de la planète. Les cristalliers sont les premiers témoins de ces transformations. Ça, c'est vieux caillou que j'ai trouvé quand j'avais 16 ans, ça. Celle-là, je l'aime bien parce que on a trouvé cette cavité en 1985, une grosse tonne de cristaux, je pense. Il y a des cristaux qui viennent du Népal, certains du Pakistan aussi, en Himalaya. Je m'appelle Jean-Franck Charlet, je suis guide de haute montagne et cristallier dans la vallée de Chamonix. Je suis moi-même fils de cristallier et de guide de haute montagne, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils. À 70 ans, Jean-Franck connaît par cœur le massif du Mont Blanc. Ses crêtes, ses touristes et son petit train. Mais si ce cristallier se dirige aujourd'hui vers la mer de glace, ce n'est pas pour chercher des minéraux. Jean-Franck vient régulièrement au chevet du plus grand glacier de France, devenu le symbole d'une montagne en danger. Quand j'ai commencé l'alpinisme, fin des années 60, à ce moment-là, là où nous sommes aujourd'hui, il y a 100 mètres de glace au-dessus de notre tête, hein, carrément. Vous voyez, en face, ce ne sont plus que de la terre et des rochers. Donc les paysages à ce niveau-là ont changé. Je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, le glacier était à ce niveau-là. Ça fait tellement de peine de regarder en bas qu'on regarde plus en haut. La mer de glace fond inexorablement. Et contrairement à d'autres cristalliers, Jean-Franck n'y voit aucune bonne nouvelle. À chaque sortie en montagne, il documente minutieusement les mutations du paysage. Et là, il n'y a plus rien. La glace a complètement fondu. T'as vu ce qui reste? C'est dingue. C'est dingue, hein? Ah, je pensais pas que cette année, on était arrivé à des conditions pareilles. Ah, moi aussi, hein, j'étais sous le cul là, quand même. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Ludovic Ravanel, un glaciologue et spécialiste du permafrost, ces zones gelées, mais qui fondent année après année. La glace, elle est à 80 mètres plus loin à droite, quoi. Donc ça, j'ai pris ça il y a une dizaine de jours. Cette photo, je vais te la demander. Ah ouais, vas-y. Le fait que les guides soient en altitude, ça m'a permis de créer un réseau d'observation. Donc les cristalliers, les gardiens de refuge, les secouristes, les guides, c'est un peu mes yeux.
Et souvent, ils font des observations qui sont extrêmement intéressantes du point de vue scientifique. Donc c'est une forme de science participative. Cette grande traînée grise de 700 mètres de haut traduit un énorme éboulement qui s'est produit en juin 2005. On a quand même 800 000 tonnes de granit qui étaient tombées, 292 000 mètres cubes. Et ça, finalement, c'est ce qui a lancé un peu nos travaux de recherche dans le massif du Mont Blanc sur le permafrost. Et potentiellement, à Chamonix, on verra quasiment plus de glaciers d'ici la fin du siècle. Peut-être que du côté du sommet du Mont Blanc, ce sera encore blanc avec quelques petits glaciers. Mais tout ça aura disparu. La dimension écologique inquiète Jean-Franck, mais pas seulement. Pour ce guide cristallier, le réchauffement climatique est aussi une affaire de sécurité. Il a frôlé la mort lors d'une sortie aux cristaux. Il y a un été assez caniculaire et il y a pas mal de chutes de pierres. Et un jour, on est parti avec nos 2 meilleurs clients pour leur montrer une belle escapade aux cristaux, ce que ça pouvait être. Et tout d'un coup, le cataclysme qui nous arrivait dessus, moi, j'ai vu des pierres comme des camions m'arriver droit sur la tête, qui flottaient dans le ciel, là, qui se rebondissaient dans tous les sens. Mes compagnons de cordée qui étaient à 2, 3, 4, 5 mètres de moi ont été tués sur le coup. Moi, j'ai été complètement indemne. Je sais pas. Et je suis rentré tout seul de cette course. C'est de plus en plus dangereux, c'est clair, on ne peut pas dire autre chose. Là, cet été, il y a des grandes voies classiques qu'on ne fait plus. Cette année, il y a 6 personnes qui ont été secourues dedans parce qu'elles n'osaient plus bouger. Il y avait des chutes de pierres dans tous les sens, il y avait un effondrement, ils ont vu passer des blocs comme des immeubles au-dessus de la tête. Enfin, c'était... Donc il y a plein d'endroits quand même comme ça, voilà, où on ne va plus. Alors que la haute montagne se fait plus dangereuse, le nombre de cristalliers amateurs est pourtant en augmentation à Chamonix. Les cristalliers et les acheteurs se croisent ici. Chaque année, la ville accueille une bourse aux minéraux. Celui qui organise cet événement est le directeur des collections du musée de Chamonix. Il s'appelle Pierre Bavu. Le premier caillou, c'est une de mes tantes qui m'a acheté. Il y a un magasin de cailloux à Aix-les-Bains. Et ça a commencé comme ça. Vous savez, quand on entre dedans, les raisons, je ne peux pas vous répondre. Mais voilà. Ce qui m'attire dans les cristaux, de toute façon, je vous dis, je n'ai pas d'explication cartésienne de la chose. C'est vraiment une passion qui est née quand j'étais petit et puis qui n'a fait que grandir, quoi. Voilà. Enfant du pays, il veut faire de Chamonix la capitale des cristaux. Le temps d'un week-end, Pierre attend plusieurs milliers de visiteurs. Des Français, mais aussi beaucoup d'acheteurs du continent asiatique. Il y a beaucoup de collectionneurs en Chine. Chaque année, on a de plus en plus de demandes. Ce qui a été différent, l'évolution, ça a été la qualité des spécimens achetés, si vous voulez. Au début, c'était assez massif, des grosses pièces, des choses comme ça. Aujourd'hui, les collectionneurs sont attachés à des pièces très esthétiques, très belles, et sans défaut. Elle s'appelle améthyste, fluorite ou quartz. Ces pièces brutes ne sont ni taillées, ni modifiées avant d'être vendues. Des merveilles de la nature. Vous avez des cailloux à 10 €, hein, et ça peut aller à plusieurs milliers, ou plusieurs dizaines de milliers. Et ça, c'est comme un tableau de maître, hein. Si vous avez quelqu'un qui va acheter un tableau de Picasso à 10 fois son prix, s'il a l'argent, il le fait. Hein. Bon, voilà. Ça peut arriver pour les cailloux. Alors qu'il n'était qu'une dizaine il y a 20 ans, on compte aujourd'hui plus d'une centaine de cristalliers. La crainte de Pierre, c'est que Chamonix devienne un nouveau Far West. Et pour réguler cette pratique, il compte sur le soutien du maire de la ville. Monsieur le maire, monsieur Mazankiewicz. Ça, pour moi, c'est délirant, le prix. Ah, le prix, complètement, je suis d'accord. Hein, voilà. Ouais, non, Divise par 2, minimum. Entre 2 et 3. Le maire Éric Fournier est lui-même fils de cristallier. Et cette année, l'élu a signé un nouvel arrêté municipal. Chaque cristallier
doit obligatoirement demander une licence auprès de la mairie. À l'issue de la saison, ils doivent rendre compte de leur découverte et le cas échéant, s'il y a des choses intéressantes, ce qui n'est pas toujours le cas bien évidemment, il y a un prélèvement qui est fait au profit du patrimoine national et local. Un prélèvement, cela veut dire que les plus belles pièces seront vendues en priorité au musée de Chamonix. J'ai déjà vu des gens qui arrivaient et qui n'avaient visiblement aucune connaissance. Un monsieur qui n'est pas cristallier, d'ailleurs, il arrive dans le bureau d'à côté et il me dit « I want to dig ». To dig. Ici, on ne creuse pas, on n'est pas des mineurs. Du coup, ce qui se faisait traditionnellement il y a quelques décennies, c'est-à-dire qu'on se connaissait, on savait que tel cristallier allait sur tel versant, tout ça se savait entre nous. Ça, c'est possible quand on est 10. Quand on est 100, c'est pas possible. Il y a un appel d'air de cristallier sur des gens qui ne connaissent pas la montagne. Et j'ai demandé depuis longtemps qu'il y ait des contrôles faits. Parce que si on fait une réglementation sans contrôle, à terme, ça ne sert plus à rien. Donc moi, j'ai demandé qu'il y ait des contrôles faits, qu'on donne quelques exemples s'il faut, pour réglementer l'ensemble du processus. Selon le Code civil, en France, le recel de cristaux est passible d'une amende de 350 000 € et jusqu'à 5 ans de prison. C'est vrai que certains ont peut-être pris des libertés ces dernières années et il faut leur dire que ça, c'est fini. Sébastien respecte les nouvelles réglementations lorsqu'il est en France. Mais en Suisse, il est plus libre de ses mouvements. S'il ne se déplace plus sur les bourses pour vendre ses trouvailles, c'est sur Internet qu'il réalise la majorité de son chiffre d'affaires. Ça, c'est pour un client, ouais. On va lui faire d'autres vidéos. Que ce soit Instagram, Facebook, ça va assez vite. On fait 2-3 petites vidéos, des photos, et puis on balance ça là-dessus. Puis il y a des gens un peu du monde entier qui nous contactent. Ah ouais, ça a déjà un peu la forme d'une jolie pointe. Ça peut être assez cool. Comme un Kinder Surprise. Une deuxième façon de redécouvrir le cristal. La première fois, on le découvre, on se dit « Ah ouais, ça peut être joli ». Puis quand on le lave, on se dit « Ah ouais, c'est beau ». C'est joli. On a une belle transparence, On appelle ça qu'il est hyalin ou gemme, parce qu'on voit vraiment la transparence à travers. Tu vois, je vois mes doigts. Cool. Allez, ça. Les plus gros cristaux sont simplement nettoyés. Les plus petits sont taillés pour en faire des bijoux. Joli celui-là, pour les pendentifs. Voilà, c'est comme celui que tu as. Exactement la même chose, pour qu'il est un peu plus grand. Alors on va les percer maintenant. Sébastien est le père de 3 enfants. Si aujourd'hui il s'accorde un peu de temps avec son fils de 8 ans, pendant des années, sa passion dévorante pour les cristaux est passée avant tout le reste. Moi j'ai une famille. Bien sûr que c'est un peu égoïste, parce que le temps que je passe en haut, je ne le passe pas avec ma famille. Maintenant j'essaye de trouver un meilleur équilibre. Si on parlerait avec mon ex-femme, elle dirait non, tu passais tout ton temps au caillou. C'est vrai, avant je bossais comme guide et puis dès que j'avais un petit trou, c'était caillou. Et puis la vie de famille était vraiment tout en dernier. En vieillissant, on devient un peu sage peut-être, et puis on s'aperçoit que les années filent et puis que ça vaut la peine de passer du temps avec sa famille. Et surtout que du jour au lendemain, tout peut basculer, donc ça vaut aussi la peine d'en profiter quand ils sont là. Ça veut tout le raisin qu'on va avoir cette année. On le coupe bientôt parce qu'il y en aura trop. Sébastien a consacré sa vie aux cailloux. Et ce n'est pas seulement une affaire d'argent, car pour le cristallier suisse, certaines pièces ont une valeur inestimable. Là, il y a ma collection. Ça, c'est pourquoi je vais aux cailloux, c'est pour moi, pour commencer. Donc, les belles pièces, je les garde, je les vends pas. Ça arrive quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par des pièces de ma collection, puis qui pensent qu'avec beaucoup d'argent, c'est possible de me dérouter. Ben non, ça marche pas. Chacun de ces minéraux renferme de précieux souvenirs, des fragments de ses aventures passées. Je descends,
Et puis je regarde une pièce, et puis je me remémore le moment où je l'ai sortie, avec qui, où c'était. Et puis il y a toute une histoire qui se remet en place, et puis ça c'est juste génial. Il ne faut pas seulement les regarder, mais il faut les toucher, les saisir. Ça brille, c'est beau. Ça fait penser vraiment à un feu. Pour moi, c'est important d'avoir justement les cristaux là. J'aimerais surtout pas les avoir dans un coffre-fort, à un endroit où on peut pas les voir. Si on les a sortis d'un endroit nuit, c'est pas pour les remettre dans un coffre. À Chamonix, Pierre Bavu milite lui aussi pour que les cristaux cueillis dans le massif soient visibles par le plus grand nombre. Et la nouvelle réglementation mise en place avec le maire commence à porter ses fruits. Donc cette pièce, C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé, ouais. C'est combien celui-là? Oh, c'est pas très lourd. C'est 15 kilos, non, quand même? C'est pas très lourd, mais au bout de 2 heures, ça commence à être plus lourd. Voilà, ouais. En tant que pièce exceptionnelle, ce cristallier a dû la présenter au musée, comme la loi l'exige désormais. Donc elle a été présentée au club. Le club a validé l'achat, hein. Ouais. À 100%, à 100%, à l'unanimité. C'est quand même vraiment curieux, Ouais, cette double cristallisation. Hein. Quelle était la première et la deuxième? Ouais. Le montant restera confidentiel, mais il est de 20 à 30% inférieur à celui des prix du marché. Un manque à gagner, mais une plus grande visibilité pour ce cristal. Il faut que les plus belles pièces, elles restent dans la vallée, quoi. On a un musée. Si les plus belles pièces, on les retrouve dans les autres musées du monde entier, ce serait un peu dommage, quoi. Avant que le musée existe, la mairie ou le club envoyait très rarement des minéraux. Hein. Tout partait à l'étranger, parce qu'il y a un marché international. Depuis que le musée est ouvert, on a pu garder des pièces majeures d'ici, de ce qui se trouve dans le massif, ce qui est quand même important. Bon, on va voir ce que ça donne directement en vitrine. Allez. C'est parti. C'est assez costaud pour... Ouais, ça devrait faire, je devrais m'en tirer. C'est comme un gros bébé, en fait. Si tu veux, je le tiens dessus. Je le tiens, enlève ta main. Cette pièce fait désormais partie de la collection permanente du musée. C'est bon, on est centré? Le cartel? C'est la plus grande fierté de Pierre. La fréquentation du musée est en augmentation cette année. Enfin, il y a plein de choses, hein. Mais il y a 3 minéraux mondialement connus. Vous avez des bourdonites, des quartz avec des calcites dessus. Est-ce qu'il y a des réglementations quand même sur le fait de récupérer les minéraux? Est-ce qu'il y a des réglementations pour ne pas détruire la... Alors, si vous voulez, il faut vous dire que tout ce qui n'est pas ramassé, c'est voué à la destruction par l'érosion. D'accord. Si vous avez un éboulement ou en montagne où il y a un four, vous trouvez du sable à la Méditerranée. Hein. Donc voilà. Donc tout ce qui est ramassé est sauvé. Après, il y a une autorisation de gendarmerie, il y a un respect en fin de saison de montrer tout ce qu'on a trouvé. Et s'il y a des choses intéressantes, il y en a une partie qui doit revenir au musée. Voilà. Voilà la règle absolue. La visite, elle est intéressante. Ça permet vraiment de comprendre effectivement toute la construction du cristal. Et puis, je me suis dit que du coup, en faisant mes prochaines randos, j'allais regarder au sol, regarder un petit peu si je voyais des pierres un petit peu particulières et colorées. Et là où je me dis, je suis un peu déçue, c'est que finalement, je ne pourrais pas le récupérer parce que il y a une réglementation. Grâce au travail des bénévoles et des passionnés comme Pierre, l'an dernier, 40 000 visiteurs ont découvert les trésors des cristalliers. C'est là que j'aime beaucoup, puisqu'on est en 1928, il y a donc près de 100 ans. Mon grand-père, il grimpe en espadrille. C'est des petits chaussons en latex. Depuis le 19e siècle, les Charlais sont une dynastie de guides cristalliers. Personne nous a pris tous les deux. Non. Et la 7e génération d'alpinistes de la famille s'appelle Jonathan Charlet. Ça, c'est la plus grosse pointe que j'ai trouvée de ma vie. Voilà. On n'avait plus de place dans le sac. Les sacs, ils étaient complètement remplis. Méga lourds.
Et du coup, on ouvert la veste comme ça. Mise dans la veste. En descendant la pelle avec la pointe comme ça. Et pas abîmé, sac hein. de 40 kilos dans le dos. Et pas abîmé, hein. Il n'y a pas un pet. Sur les pas de son père, il a déjà gravi les plus hauts sommets. Non, après, il y a celle-là, on est dessus, hein, avec son frère. Ça, c'est au Pakistan, quand on avait fait la première expé au Barbara Peak, là. Ouais. C'est un catalogue général, un peu, tu vois. Encore plus précieux que les pierres de sa collection, Jean-Franck conserve soigneusement les carnets secrets de sa famille. Ses classeurs renferment 100 ans d'archives, un siècle de recherche aux cristaux dans le massif du Mont Blanc. Ouais. Et t'es monté où, le jour de Templier? Ouais. Ouais. Ouais, jusqu'au sommet, ouais. Tu vois, là, sur la face est, c'est un fou, donc on est descendu, quand on est descendu, il arrête comme ça. Parce que tu parlais dans le vide en disant c'est à gauche, à droite, du pilier nord-est, de la pointe ouest, du... Bon, ça, on voit d'où on parle déjà, parce qu'il y a des photos. On sait là, moi, j'ai l'itinéraire de ce que j'ai fait. Il dit où il est allé, moi je reprends des feuilles, je reprends des photos, je note là où je suis allé, je note là où il est allé. Comme ça, on sait à peu près partout où on est allé pour les futures générations, quoi, pour mon fils. Comme ça, il saura déjà là où on est allé. Ça lui évitera de faire des grosses sorties pour rien, quoi. Là, on va aller sur le versant ouest, où on a repéré, il y a des zones où on n'est jamais allé, en fait. Jonathan et Jean-Franck entament une nouvelle expédition au pied de l'aiguille du Midi. Il y a 50 ans, je remontais le même couloir. Il y a 50 ans, je montais là avec mon père. Pour Jean-Franck, les sorties aux cristaux ne sont pas qu'une quête des plus belles pierres. En arpentant ensemble les sentiers escarpés du massif, le père transmet aussi ses souvenirs à son fils. La première fois que mon père m'amène aux cristaux, je fais une faute de quart au-dessus d'une crevasse et je m'enfile dans la crevasse. Ouais. 200 mètres après avoir quitté le sommet des Grands Montagnes. On a un bout de four quand même. Ouais, il y a une bonne fente là. Ah, faudra aller voir dedans, hein. C'est un peu gelé, peut-être qu'il reste quelques cristaux. Là, plus bas, c'est pas mal, hein. Allez voir. T'as quelque chose là? Ça a l'air pas mal? Bah ouais, il y a quand même un truc pas mal qui est venu. Ah bah ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Il y avait un bout de pointe qui restait au fond du trou. Regarde. On est vraiment sur la fin du trou là. Ouais. Mais il reste heureusement des trucs au fond, c'est pas mal. Bon, hein, toujours recristallisé. Hein. T'as vu, j'ai sorti l'outil. Ah, l'outil mythique du grand-père. Petit tournevis plat là. Ouais, ça fait un joli burin. Alors toi, c'est toujours assez émouvant parce que ce cristal, il nous attend là depuis 15 millions d'années. C'est génial de pouvoir partager ça avec mon père. Moi, de partager toute mon expérience, là où nous sommes allés, là où il y a encore des choses, là où je pense qu'il faut encore gratter, des zones qu'on n'a pas faites, etc., de pouvoir le partager avec mon fils, qui lui maintenant est capable d'y aller, c'est une grande chance de la vie. Ouais. Parfois, ce que l'on trouve en haute montagne n'est pas toujours ce que l'on cherche. Chez les Charlais, malgré la montagne qui se transforme, le flambeau des cristalliers n'est pas près de s'éteindre. Le petit-fils de Jean-Franck n'a que 8 ans, mais il a déjà une passion, la chasse aux cristaux.